Et merci d'être avec nous dans le Club Macro. Notre invité vient de nous rejoindre, c'est Hervé de Roquefort, directeur commercial chez 123 IM. Bonjour Hervé. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Hervé, avec vous, on va parler de capital investissement. Est-ce que vous avez vraiment remarqué cet engouement dont on parle grandissant autour du non-coté? Est-ce que ça vient du fait que ce sont des actifs tangibles? Est-ce que c'est ça la raison? C'est ça la raison de l'engouement? J'ai envie de dire, il y a plusieurs raisons. Effectivement, on constate depuis maintenant, on va dire une dizaine d'années, un attrait fort pour la classe d'actifs du non-coté qui s'est grandement accéléré depuis 4-5 ans. J'ai envie de dire, il y a des effets marché et puis il y a des effets société. Sur les effets marché, j'ai envie de dire, on a effectivement aujourd'hui, notamment avec la loi Pacte que vous connaissez, la démocratisation de cette classe d'actifs du non-coté qui historiquement était réservée, on va dire, à une clientèle très institutionnelle ou à des grands privés. La vocation du gouvernement, c'était justement de démocratiser cette classe d'actifs, la rendre la plus accessible possible. Et aujourd'hui, vous pouvez effectivement faire du non-coté, faire du private equity dès 5 000 euros, là où à une certaine époque, c'était réservé à des tickets d'entrée à plusieurs millions d'euros. Donc il y a ce premier aspect-là. Il y a un deuxième aspect aussi qui est l'environnement de taux qu'on connaît. Effectivement, la baisse des rendements sur les classes d'actifs traditionnelles pousse mécaniquement les investisseurs vers des classes d'actifs avec un petit peu plus de risques pour aller chercher du rendement. Et c'est vrai que là, on bénéficie effectivement de la baisse des rendements sur les classes d'actifs traditionnelles. Et puis, j'ai envie de dire aussi le fait que le non-coté se soit ouvert sur des enveloppes dans lequel on n'était pas forcément historiquement. Je pense notamment à l'assurance vie. Aujourd'hui, on arrive à pénétrer ce marché de l'assurance vie, notamment française, en mettant justement du non-coté dans cette classe d'actifs et dans cette enveloppe assurantielle. Donc ça, c'est aussi, ça permet d'augmenter la visibilité de la classe d'actifs. Ça, c'est avec Lombard International Assurance, c'est ça? Alors, notamment aussi sur la partie effectivement Luxembourg avec Lombard International, mais sur la partie française, on le fait avec AXA, que je remercie, qui nous fait confiance notamment sur un de nos véhicules. Et puis effectivement, le dernier point que tu mentionnais, c'est aussi la volonté aujourd'hui des épargnants de donner effectivement du sens à leur épargne en investissant dans des actifs tangibles, concrets. Et effectivement, alors là je vais parler pour ma paroisse, mais nous on a des thématiques d'investissement qui sont très lisibles, notamment sur le tourisme, sur la dépendance santé, sur l'immobilier. Et c'est vrai que pouvoir dire à un investisseur, à un épargnant français, les liquidités que vous allez nous confier, on va les injecter dans un projet défini, par exemple, je sais pas moi, la rénovation d'un hôtel situé à Paris, par exemple, avenue de Wagram. On va faire des travaux, on va le monter en gamme. C'est du concret, c'est du tangible. Il y a une histoire autour de ça, il y a un entrepreneur, et ça, c'est vrai que ça plaît aux épargnants aujourd'hui. Et les épargnants, justement, alors effectivement, j'imagine bien que quand vous discutez avec eux, ils le comprennent et c'est du tangible. Pour autant, est-ce que aller vers le private equity, c'est quelque chose qu'ils comprennent? Est-ce que vous avez, par exemple, une idée un peu, vous nous disiez que ça accélère sur les 5 dernières années. Moi, je regardais en 2020, alors, je ne sais pas si vous avez les mêmes chiffres, mais je voyais que 8% des fonds en private equity venaient de particuliers. Alors, on est sur des montants énormes en private equity, donc effectivement, si on y va à coup de ticket d'entrée de 5 000 euros, ça peut faire pas mal de monde, effectivement. Mais est-ce que c'est un réflexe, d'ailleurs, c'est peut-être même pas encore un réflexe, mais est-ce que le réflexe commence à venir parce qu'on se dit action, on pense automatiquement marché action. Est-ce que le private equity doit encore un petit peu communiquer auprès des épargnants? Tout à fait. En fait, on a encore un gros travail à faire, bien évidemment, d'évangélisation de la classe d'actifs. C'est une classe d'actifs qui a énormément de qualité. On l'a vu effectivement en termes de rendement, historiquement, c'est quand même très solide. Il ne faut pas oublier le risque associé, bien évidemment, et la liquidité de la classe d'actifs. C'est aussi ça aujourd'hui qui fait un peu le défaut justement de cette classe d'actifs. Les épargnants historiquement ont toujours été habitués à faire de l'investissement avec de la liquidité, du rendement, etc. Aujourd'hui, ça n'existe plus ou quasiment plus. On a des actions effectivement d'une entreprise. Alors effectivement, certes, c'est physique, c'est compréhensible, mais on ne peut pas la revendre quand on veut. Et encore, ça c'est de l'action, mais il y a peut-être d'autres manières aussi de faire du private equity. Exactement. On l'évoquera peut-être tout à l'heure. On en investit pas mal, notamment en dette privée, donc sous forme d'obligations convertibles. Mais effectivement, nous, quand on finance un projet, quand on finance un entrepreneur, on injecte des liquidités dans son projet. Mais effectivement, on est marié pour le meilleur et pour le pire avec lui. Bien sûr, et on ne peut pas appuyer sur un bouton au bout de 2 mois en disant non, finalement, ça ne nous intéresse plus. Nous, on est là vraiment pour accompagner ce projet. Et on a une durée de détention moyenne qui est à peu près de 5 ans de nos participations. Mais je pense que c'est ça aussi que les investisseurs aiment bien aujourd'hui, c'est que justement, on est là pour créer ensemble une histoire. On a notre équipe de gestion à sécuriser un projet, sécuriser un entrepreneur et l'investisseur
s'identifient à ce projet et effectivement, ça permet de développer de belles histoires. Et chez 1, 2, 3, c'est 2 milliards d'euros qui ont été injectés depuis 20 ans dans l'économie française, donc c'est plutôt une bonne chose. Et justement, en termes d'accompagnement, Hervé, comment ça se passe? Vous les accompagnez à partir de quel moment, jusqu'où? Et dans cet accompagnement, qu'est-ce qu'il y a au-delà de l'argent? Je veux dire, est-ce que vous les aidez pour le marketing, pour la compta? Est-ce qu'il y a des équipes vraiment spécifiques dédiées à chaque entreprise chez vous pour les accompagner? Alors en fait, on a, dans ce qu'on appelle le non-coté, le capital investissement, on sait qu'il y a plusieurs familles, on va dire. Il y a le capital risque qui est très connu, qui est le financement de start-up, transmission. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les entreprises très jeunes que nous, chez 1, 2, 3 IM, on ne travaille pas. On va plutôt nous s'affairer sur on va dire des PME, ETI, des plus matures en phase de développement, qui ont 5-10 ans d'existence. Typiquement, pour reprendre un exemple très concret, on investit beaucoup sur le secteur des EHPAD, par exemple. Et on va accompagner des opérateurs d'EHPAD qui gèrent par exemple 25 établissements et qui veulent faire de la croissance externe, racheter un nouvel établissement. Et on va les financer dans cette acquisition-là. En termes d'accompagnement, bien évidemment, il y a un accompagnement financier. On est là pour compléter leur financement, au-delà d'un financement bancaire, bien évidemment, parce qu'on va financer nos entrepreneurs, c'est des entrepreneurs bien évidemment très intelligents, donc ils vont, quand ils ont une nouvelle acquisition, ils vont bien évidemment faire appel à leur banque traditionnelle pour se faire financer, et puis il va leur manquer mécaniquement un petit peu de liquidité pour faire l'acquisition qu'ils souhaitent. C'est là où on va intervenir, effectivement, soit sous forme de prise de participation au capital, soit sous forme de financement obligataire. Donc ça, c'est pour l'aspect financier, et puis après, il y a tout l'accompagnement qu'on a à côté pour les aider dans leur choix stratégique, et dans les mauvais moments, parce qu'on va l'évoquer tout à l'heure, mais il y a quand même la crise sanitaire qui est passée. On a aidé effectivement tous nos entrepreneurs à mettre en place les PGE, le chômage partiel, tout ça. Et puis sur d'autres aspects de la vie de la société, je pense notamment à 1, 2, 3 IM, on est très à cheval, on est très orienté ESG, et on va justement aider nos entrepreneurs à mettre en place des politiques ESG au sein de leurs entreprises. Et ça, notamment grâce à 2 personnes chez nous qui sont dédiées à l'ESG et qui vont vraiment accompagner, aider ces entrepreneurs pour justement mettre en place ces stratégies ESG au sein de leurs entreprises. Et vous parliez de la crise, Hervé. Vous n'avez pas eu de défaillance en 2020, ni là, sur les 8 premiers mois de l'année? Alors, je touche du bois, je ne sais pas si c'est en bois. Espérons, exactement. Non, j'ai envie de dire que ça s'est plutôt bien passé pour plusieurs raisons. La première, c'est que chez 1, 2, 3, on a toujours voulu et on a toujours été animé par la diversification. On investit sur plusieurs secteurs d'activité, on l'a évoqué tout à l'heure, notamment le tourisme, la dépendance santé, l'immobilier. On investit pas mal sur la thématique du sport également. Donc voilà, l'idée de cette diversification, c'est justement quand vous avez une thématique qui est en difficulté, je pense notamment à la thématique bien évidemment du tourisme qui a grandement souffert de la crise sanitaire, et on arrive à la compenser avec d'autres thématiques qui se portent plutôt bien, l'immobilier, la dépendance santé qui s'est plutôt très bien portée, et tout ça fait qu'effectivement au global, nos clients ont eu des performances sur les portefeuilles qui sont plutôt très correctes. Un mot du côté obligataire. Donc je rappelle quand même, parce que si on se met du point de vue de l'épargnant, du coup le private equity, donc c'est peu liquide, mais en même temps c'est tangible. On a une action dans une entreprise, donc on ne peut pas en sortir quand on veut, mais d'un autre côté, on n'est pas soumis aux variations des marchés financiers. Alors, je fais les pour et les contre. Et puis surtout, de ce que je comprends de ce que vous me dites, c'est une histoire de confiance. Il faut faire confiance à l'entreprise finale, parce que du coup, on est quand même embarqué avec l'entrepreneur ou l'entrepreneuse pour le meilleur ou pour le pire, mais il faut faire confiance à l'intermédiaire. On pense action, mais là, vous nous avez parlé d'obligation. Ça veut dire que là, va y avoir un prêt bancaire, et puis on va prêter également de l'argent pour compléter ce prêt bancaire, et via une obligation directement. Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le schéma classique du financement d'une PME, vous avez effectivement historiquement, bien évidemment, le prêt bancaire, qui est le moins cher, bien évidemment, qui prend 50, 60, 70% du besoin. Et il va manquer 30% à l'entrepreneur pour pouvoir effectivement terminer son financement. Et c'est là où on va effectivement intervenir, soit avec la participation au capital, comme on l'évoquait tout à l'heure, soit effectivement via un financement obligataire. Et l'avantage du financement obligataire, c'est que pour l'entrepreneur, il va trouver effectivement une source de financement qui va être non dilutive. C'est-à-dire qu'on ne va pas arriver dans son capital, donc il va rester seul maître à bord. Elle est moins onéreuse en plus que le capital. Donc ça, c'est côté entrepreneur. Et côté investisseur, ce qui est intéressant, c'est que c'est un outil qui est plus protecteur, bien évidemment, qu'un investissement au capital, où en cas de défaillance, bien évidemment, la banque est remboursée en priorité, le porteur obligataire en second, et le dernier, bien évidemment, l'actionnaire, mais c'est lui qui est le plus rémunéré. Donc on arrive, grâce à cet outil obligataire, à avoir un outil qui soit à la fois
relativement protecteur pour l'investisseur, même si bien évidemment Bien ça sûr. reste des instruments à risque, qui offre aussi une visibilité sur la sortie. Il y a des dispositifs de garantie également Exactement. quand on veut faire, ce qu'il n'y a pas en action pour le coup. Tout à fait, Oui. exactement. Ça, c'est notamment dans le cadre d'un plan qui s'appelle Le FEI, ou le c'est- FEI, effectivement, dans le c'est cadre ça. du Fonds européen d'investissement, avec toujours cette logique qu'ont les pouvoirs publics depuis plusieurs années de vraiment d'essayer de flécher un peu l'épargne des Français vers l'économie réelle, vers les PME et ETI françaises, et sauf qu'historiquement, on le faisait notamment grâce à des produits fiscaux. Vous saviez, vous avez une réduction d'ISF ou Bien sûr. d'IRPME pour justement dire à l'investisseur, tu prends du risque en investissant d'un côté, mais bon, je te donne une petite carotte fiscale à l'entrée. Bien sûr. Ces dispositifs-là sont quasiment tous disparus. Et l'administration s'est dit comment on peut aider les épargnants à se pousser vers cette classe d'actifs sans avantage fiscal à l'entrée, et en créant notamment ce type de mécanisme qui dit, cher investisseur, tu vas prendre du risque en investissant de mon côté, mais on va essayer de maîtriser protéger, un de petit couvrir peu. une partie du Exactement, risque. en couvrant grâce à cette garantie du Absolument. FEI. Oui, tout à fait. Merci beaucoup Hervé d'avoir été avec Merci nous. beaucoup. On se retrouve tout de suite dans le Club Action.